mode de rémunération pour attirer et motiver les dirigeants et les salariés, notamment les dirigeants fondateurs et les premiers salariés dans les startups. Et on va donc essayer de voir pendant là une trentaine de minutes quels sont finalement eh bien, les principaux véhicules qui existent en France et dans le monde d'ailleurs. On pourra aussi évoquer plusieurs géographies différentes qui existent et donc qui sont au service des fondateurs des startups, à la fois pour motiver des investisseurs et puis pour motiver des salariés. Donc Frédéric, je vais vous laisser la parole pour nous présenter finalement quels sont les principaux mécanismes de rémunération utilisables et puis quels sont peut-être les principaux avantages et inconvénients de ces différents mécanismes. Merci. Donc effectivement, sur les principaux mécanismes, il y a, on va dire, un certain nombre de dispositifs qui existent en France. On fera le point plus précisément sur 2 dispositifs qui sont des plans d'accompagnement gratuits avec les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, les BSPCE, et les AGA, les attributions gratuites d'actions. Je mettrai de côté les parties payantes avec le co-investissement, on en parlera peut-être un petit peu à la fin, qui peut avoir plus d'intérêt quand on s'adresse à des collaborateurs, des salariés qui ne sont pas franco-français, mais qui relèvent de fiscalités étrangères, où là, il peut y avoir des stratégies différentes. Mais bon, voilà, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois vous dire? Plein de choses. Sur les BSPCE, bons de souscription de créateurs d'entreprise, je vais balayer assez rapidement les choses. L'idée, c'est pas de faire un cours sur ces thématiques-là. Je pense qu'on peut avoir un double usage de ce type de produit. Un premier point, c'est celui de favoriser, de faire venir peut-être des talents, d'intégrer des talents dans l'entreprise et de les motiver. Donc ça, c'est plus pour le recrutement. Et je pense qu'il y a aussi un volet, mais je laisserai Aurélie en parler tout à l'heure, sur le fait c'est un moyen de discussion aussi avec les fonds qui peuvent prendre des participations dans vos sociétés. C'est une manière aussi de se reluer à certains moments grâce à ce produit-là. Donc BSPCE, bon de souscription de part de créateurs d'entreprise. Il y a des particularités quant à l'entreprise qui peut émettre ce type de bon. Je vais le faire très très vite. Votre société doit avoir moins de 15 ans. Elle doit avoir une valorisation qui est de moins de 150 millions d'euros. Elle doit être française, européenne, soumise à l'impôt sur les sociétés. La particularité du bon de souscription, c'est que vous allez offrir la possibilité aux porteurs de ce bon d'acquérir des titres à un cours connu d'avance, qui est le cours en général qui a lieu au moment de l'émission du plan de bon de souscription. En général, on ne fait pas de décote, on évite les décotes sur la valeur du titre. Peut être requalifié en salaire. Donc, on va prendre la valeur du titre au jour de l'émission du plan. Et vous allez offrir la possibilité d'acquérir ces titres à un cours donné. Et l'idée, c'est d'avoir une plus-value la plus importante possible à la fin pour avoir un effet de levier. Dans le cadre de ces bons de souscription, quel est l'intérêt? Je vais pouvoir encadrer l'exercice du bon, soit une durée de présence dans l'entreprise, donc ça c'est le plan qui le détermine, soit l'atteinte de performances. En général, ce n'est pas forcément des performances financières, mais on va prendre plutôt d'autres critères. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas, vous voulez que je vous parle de la fiscalité très vite? Une fiscalité avantageuse, une fiscalité intéressante lorsque je revends mes titres. Je vais avoir différentes plus-values, mais pour faire très vite, la plus-value d'attribution, qui est la différence entre le cours auquel j'ai acheté mon titre et le cours auquel je peux le vendre. Cette plus-value va être taxée à un taux forfaitaire de 30% dès lors que j'ai été dans l'entreprise pendant plus de 3 ans, dès lors que j'ai peur depuis plus de 3 ans. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez... Non, c'est très bien. Super. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, c'est vrai qu'on peut prendre, vous pouvez les noter et puis on prendra quelques questions à la fin parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même assez complexe qu'on va essayer de simplifier et de synthétiser un maximum. Thomas, peut-être que tu peux nous présenter Guest Suite et puis avec une approche assez chronologique et puis nous dire finalement quelles ont été vos réflexions sur ces sujets avant la création, lors de la création et peut-être lors des premiers tours de table que vous avez réalisés. Ok.
Donc, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler effectivement du parcours de Guest Suite. Pour bien vous en parler, juste en deux mots, alors je ne vais pas faire un pitch, je vous rassure, mais juste en deux mots vous raconter ce qu'on fait chez Guest Suite. Nous on aide les entreprises à développer leur activité grâce aux avis clients. On a développé un outil qui permet assez simplement à toute entreprise de collecter un maximum d'avis et ensuite de les rediffuser vers des plateformes d'avis qui sont partenaires à Guest Suite. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui compte 25 collaborateurs, qui arrive à un stade de sa vie où elle est à l'équilibre, et ça fait 5 ans que l'entreprise est créée. Quand on a créé au début, donc tout fier avec mon associé, on était à 50-50. Bon, ça n'a pas duré très longtemps puisqu'on a assez vite été rechercher des partenaires financiers. On a pitché un peu partout aussi à l'époque, des partenaires investisseurs, des partenaires plus plus classiques comme le CIC qui nous accompagne depuis le tout début d'ailleurs, il faut le souligner. Et donc on a ouvert notre capital. Donc on a ouvert notre capital et à ce moment-là, on a commencé cet inexorable déclin dans notre capital et cette inexorable réduction de notre part au capital. Et je vais y revenir un peu plus tard parce que ces leviers qui sont un peu techniques et un peu abstraits, finalement, ils ont des avantages et des intérêts qu'il faut bien mesurer à chaque étape de la vie de l'entreprise. Et justement, aujourd'hui, donc on a ouvert notre capital à plusieurs reprises. Et le fait d'avoir de la mise en place de BSPCE, par exemple, c'est un super instrument pour pouvoir retrouver ce qu'on appelle de la relution, c'est-à-dire remonter un peu au capital, puisque c'est un facteur quand même de motivation, que ce soit pour mon associé ou pour moi, c'est un facteur de motivation fort de se dire que l'entreprise quand même nous appartient, et nous appartient de manière importante. Moins elle nous appartient, moins la motivation est présente, puisqu'on ne le fait pas exclusivement pour le salaire, on le fait quand même aussi parce que l'entreprise nous appartient, puisqu'on est quand même des entrepreneurs. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième, quand on crée au début, alors on vend une aventure, on vend plein de choses aux gens qui nous rejoignent. Et on espère que l'aventure va leur plaire, et a priori c'est le cas puisque la plupart restent chez nous et semblent être plutôt heureux en tout cas. Par contre, au bout d'un moment, pour attirer de nouveaux talents ou des gens beaucoup plus capés, on va avoir besoin de nouveaux outils pour les attirer. Il n'y a pas très longtemps, j'échangeais justement avec une personne que j'aurais bien aimé voir rejoindre l'aventure. Et effectivement, dans ses prérogatives, il y avait un salaire à un certain niveau et il y avait cette notion, d'une manière ou d'une autre, de participer à l'aventure sous la forme de part en fait de l'entreprise. Après, le côté plus technique, je relaisserai la parole aux spécialistes, mais il y a cette notion de je veux participer à ce côté excitant de je possède une part, si infime soit-elle, de l'entreprise. Et ça, c'est l'étape aujourd'hui à laquelle on est, où on peut aussi utiliser ces outils comme facteur de motivation pour attirer de nouveaux talents. Donc c'est tout notre petit historique et notre historique sous cet angle-là. Super, merci beaucoup. Alors, quand on a préparé la table ronde, il y a un sujet qui est venu assez vite sur le devant dans nos discussions et entre nous avec différents exemples. C'est le fait que finalement les mécanismes gratuits qui n'engageaient pas les collaborateurs, c'est-à-dire que c'était juste un cadeau sous forme d'action gratuite ou sous forme de BSPCE activable plus tard, c'était qu'un cadeau qu'on faisait, c'était un cadeau qu'on faisait aux collaborateurs ou aux futurs collaborateurs, mais qu'il n'y avait pas de co-engagement. Et donc on est vite venu à évoquer le co-investissement avec d'autres mécanismes qui finalement sont plus engageants, à la fois pour les premiers salariés d'une start-up, mais Frédéric, vous évoquiez également des personnes de plus gros groupes qui en assemblée générale, en fait, lorsqu'elles finalement ont mis de l'argent sur la table pour avoir des actions, se sentent peut-être plus investies et suivent de plus près l'entreprise au quotidien. Effectivement, quand on se retrouve dans des groupes qui sont parfois sur des territoires différents avec des entités à l'étranger, l'idée c'est de créer une appartenance au groupe. Et cette notion de co-investissement intervient dans parfois la création de nouvelles activités parce que tout simplement, les salariés qui y participent mettent des capitaux dans la structure, donc s'investissent,
mobilisent leurs fonds, voire parfois sollicitent leur banquier préféré pour un financement pour faire l'acquisition de ces titres. Donc il y a un vrai engagement, contrairement à d'autres, aux supports que sont les BSPCE ou les AGA. Alors je veux pas les dénigrer parce qu'elles ont leurs intérêts, ces deux solutions qui font partie d'un panel, ont leur intérêt pour motiver des cadres. Je peux faire différents collèges, je peux très bien avoir des AGA pour une partie de mes salariés et puis peut-être des BSPCE ou pour des cadres dirigeants. Mais le fait d'avoir des salariés qui s'investissent via du co-investissement, via des bons de souscription d'actions, fait que l'implication n'est pas du tout la même. Et j'ai l'exemple d'un dirigeant qui m'indiquait assez, avec un petit peu d'ironie, entre guillemets, c'est qu'il avait fait des émissions de plans d'action gratuites et qu'il s'est aperçu qu'au bout des 4 ans, parce qu'à l'époque il fallait les conserver 4 ans, les seuls qui les conservaient étaient les syndicalistes, étaient les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Tout le reste de la société avait revendu les actions. Donc assez ironiquement, il me disait finalement c'est eux qui y croient le plus. Et du coup, sa position, c'était vraiment de se dire aujourd'hui, j'ai envie peut-être d'accompagner ou d'aider. J'ai envie d'avoir des gens qui veulent rester dans l'entreprise, qui veulent l'accompagner, et je peux avoir des mécanismes de co-investissement, notamment éventuellement avec des actions avec des dividendes prioritaires qui permettent d'avoir un revenu un peu plus intéressant. Enfin bref, là on dérive peut-être un peu sur les choses. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un salarié qui va participer, qui va mettre ses capitaux sur aussi... je pense que quand vous mettez votre propre argent dans la société pour laquelle vous travaillez, vous n'avez pas trop envie de partir tout de suite. En fait, je pense que la motivation est un peu différente. Oui, donc c'est un moyen à la fois de recruter, mais aussi de fidéliser dans le temps avec différents mécanismes. Peut-être la partie qu'on voulait évoquer aussi, ensuite, c'est que finalement, donc ce sont évidemment des outils financiers, mais qui sont que des outils et qui sont des outils d'une large, on pourrait dire, boîte à outils qui permet de fidéliser les collaborateurs et de les inscrire dans l'aventure entrepreneuriale. Quel témoignage vous pourriez nous dire, alors Thomas chez Guest Suite et puis peut-être ensuite Aurélie et Frédéric sur différents retours d'expérience de vos clients? Alors effectivement, c'est un peu sur ça que je voulais rebondir de toute façon. Là, on parle d'outils, mais avant de chercher à fidéliser les salariés, et tu as fait le lapsus, tu as failli dire les clients, quelque part, il y a un peu de ça. Il faut déjà qu'il y ait un terrain propice à l'épanouissement de chacun dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au-delà de je leur file des actions gratuites, je leur file des salaires mirobolants, si déjà les salariés ne sont pas alignés sur la vision de l'entreprise, s'ils n'ont pas le sentiment de participer à une aventure qui nous dépasse un petit peu tous et qui va beaucoup plus loin, si il n'y a pas une bonne simplement cohésion d'entreprise, finalement on va se retrouver dans des effets pervers comme ils ont été mentionnés juste avant. Et je pense que avant d'entrer dans ces dispositifs et dans ces outils, déjà se poser la question, est-ce que mon entreprise fournit les bases de l'épanouissement à chacun des salariés, et ces bases-là, finalement, elles sont assez simples, assez saines, et c'est par là qu'il faut commencer. Il ne faut pas commencer par, je pense que ce serait une erreur de se dire, j'ai un problème d'engagement de mes salariés, alors qu'est-ce que j'ai ? Je vais prendre les BSPCE, je vais en foutre sous le nez, et puis ça y est, ils seront engagés, puis ensuite je m'occuper de mon problème d'imprimante. Non, je pense que c'est vraiment à l'essence même de la boîte, c'est avoir des collaborateurs qui sont engagés. Alors c'est assez, comment dire ça, c'est assez naturel, ou dans notre ADN, quand on crée une start-up, on a cette tendance à essayer de convaincre les salariés comme on essaierait de convaincre nos clients que c'est une aventure formidable, qu'il y a énormément de choses à faire, et on en est les premiers convaincus, et ceux qui nous rejoignent le sont forcément. Dans des entreprises qui sont établies depuis de nombreuses années, c'est parfois compliqué d'avoir cette histoire à raconter, et il faut trouver, je pense, l'angle pour réussir à raconter cette histoire. Mais une fois que l'histoire est là, je trouve que ça découle naturellement de proposer finalement d'investir dans l'entreprise, et là-dessus je rejoins également le point de vue sur le fait que le co-investissement a cette force de
de demander à la personne, au salarié, de mettre un petit peu de son argent personnel. Alors, évidemment, sans jamais se mettre à risque. On ne lui demande pas de prendre le risque de l'entrepreneur qui met parfois la totalité de ce qu'il a et parfois même de ce qu'il n'a pas dans l'aventure. Et c'est juste de participer financièrement pour qu'il ressente un peu ce côté engageant de l'aventure. Et c'est là où je rejoins que ce côté co-investissement a, à mon sens, beaucoup d'intérêt. Alors moi, je vais parler de ma vision chargée d'affaires start-up innovation. Alors nous, ça, c'est des problématiques, alors parfois qu'on partage avec les dirigeants puisque vous échangez avec nous sur ce que vous vivez. Et pour nous, c'est effectivement des éléments de sécurisation aussi d'un projet quand on sait que les salariés qui sont des acteurs majeurs de l'entreprise ou des cadres clés sont intéressés au capital. Ça participe souvent au succès de l'aventure puisqu'on a des gens qui sont fidèles et motivés et qui vont s'engager pour une durée assez longue sur le projet. Donc ça, c'est des éléments qu'on regarde avec intérêt. Voilà. Alors après, il y a d'autres dispositifs pour intéresser et rémunérer différemment les salariés. Bon, là, on arrive, nous, sur d'autres dispositifs tels que l'intéressement, qui sont des dispositifs plus classiques, qui sont réservés à des entreprises qui font du résultat. Donc c'est souvent dans une seconde phase, mais on a aussi, nous, notre rôle à jouer pour accompagner aussi les dirigeants dans cette problématique de fidéliser, d'autant qu'aujourd'hui, le recrutement est de plus en plus difficile, surtout sur la place nantaise, là, sur des profils dans le métier du numérique. Donc, je crois qu'il y a quand même une utilité à utiliser ces dispositifs pour faire venir et attirer les talents dans l'entreprise, qui est un enjeu quand même majeur pour les startups. Donc, voilà. J'ai juste une petite chose à rajouter sur la vision investisseur, puisque vous le savez peut-être, mais on a CMCC Investissement, qui est investisseur, qui fait partie du groupe Crédit Mutuel CIC, qui intervient notamment sur l'innovation. Et donc j'ai échangé avec la personne qui gère les participations chez CMCC Investissement et qui m'indiquait que le système des BSPCE, c'était quelque chose qui poussait eux aussi quand ils investissent dans un dossier. Puisque ça permet, comme je vous le disais, d'attirer des gens qui ont de vraies compétences. Souvent, la start-up ne peut pas forcément challenger des grands groupes sur le plan de la rémunération et attirer de la même façon, mais c'est justement l'aventure. Les gens viennent chercher une aventure, comme tu le disais, Thomas, et le fait d'y participer en se disant demain, la valeur de l'entreprise, moi, je pourrais en bénéficier si demain on vend la société parce que je suis au capital. Ça permet d'attirer des talents qu'on n'aurait peut-être pas pu attirer si on n'avait pas mis en place des mécanismes comme le BSPCE. Voilà. Frédéric, peut-être que vous voulez dire un mot également là-dessus, plus avec votre vision de banquier privé, c'est-à-dire d'accompagnant de dirigeants et notamment de dirigeants familiaux. Comment dire, a priori, on n'imagine pas forcément le tissu économique des PME utiliser ces mécanismes. Et finalement, lors de notre préparation, vous disiez que c'est quelque chose qui est assez courant. Oui, parce qu'en fait, les problématiques de recrutement, les PME, le tissu PME local le connaît aussi. Donc forcément, ils sont obligés de s'intéresser à tout cela. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a plein de possibilités. On a parlé de BSPCE, on a parlé d'AGA, on a parlé de co-investissement, on pourrait parler de stock option, c'est un peu moins à la mode actuellement, on pourrait parler, Aurélie, on a parlé d'intéressement à la participation. Je pense qu'il y a plein de mécanismes pour finalement trouver une solution qui soit la plus pertinente possible. Je vais dire, c'est un peu comme quand on fait un repas, on a plein de possibilités de faire son marché, de trouver les ingrédients qui feront un bon plat. C'est je pense, les échanges. Enfin, moi, dans l'expérience que j'ai, c'est vraiment les échanges qui sont faits avec les conseils et éventuellement les banquiers privés qui font un peu le succès du plat. Et il n'y a pas une solution qui est miracle, il n'y a pas une thématique qui remporterait par rapport aux autres. Je pense que c'est un mélange. Et souvent, moi, ce que je vois, c'est plutôt un mélange de différentes. Je vais avoir des sujets de co-investissement sur certains points. Je vais avoir du co-investissement quand j'ai des filiales à l'étranger, mais je peux avoir des AGA pour mes salariés, on va dire pour le plus grand nombre des salariés, puis peut-être des BSPCE quand c'est possible pour mes 4 dirigeants. Donc finalement, c'est un mélange de tout ça plus qu'une seule solution.
Alors, ce qui était important aussi, je trouve, c'est de préciser que même s'il existe beaucoup de mécanismes possibles, il était quand même important de faire beaucoup de pédagogie et d'expliquer en tant que chef d'entreprise ce que l'on faisait pour que finalement, au bout d'un certain temps, il n'y ait pas une confusion qui s'installe et qu'on ne sache plus finalement pourquoi on avait décidé de faire tel ou tel, de passer par tel ou tel mécanisme et à vouloir trop les multiplier ou utiliser les intérêts des uns ou des autres, finalement avoir une palette un peu trop grande et que ça soit plus forcément lisible pour les salariés. Je ne sais pas si vous voulez, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur le co-investissement. Peut-être qu'aussi dire que c'était finalement assez français de penser aux mécanismes gratuits, alors que les mécanismes de co-investissement étaient plus naturels chez les anglo-saxons, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, j'ai pas forcément. Il faudrait peut-être demander à Rob. Je ne sais pas s'il est il est encore par là, mais je pense qu'il aurait sûrement un avis sur la question. En fait, il y a, au-delà de savoir est-ce que c'est français, est-ce que c'est anglo-saxon, on ne va pas forcément trop rentrer dans ce débat-là, mais aujourd'hui, à mon sens, le co-investissement a un vrai poids puisqu'il amène, je me répète un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais il amène vraiment le salarié à prendre part à l'aventure sous un angle financier qui est le plus engagement. Quand on donne quelque chose gratuitement, on n'en perçoit pas la valeur. De la même manière, des fois, je vais faire le parallèle avec les commerciaux qui parfois essayent de faire des réductions très importantes sur le produit et qui, en tout cas chez nos concurrents, nous on le fait pas, mais qui finalement dévalorisent complètement leurs produits. On considère que notre produit, il a une valeur, on va dire, admettons, la valeur du produit, c'est 1 000 euros. Demain, le concurrent, son produit, il le vend 1 000 euros aussi, et le lendemain, il fait une offre à 200 euros. Ça arrive. Quelle est la valeur du produit, en fait? Quelle est la valeur vraiment perçue du produit si on dit que ce produit-là, il peut valoir 1 000, il peut valoir 200 euros? Ça perd complètement de son sens et de sa valeur. Et je pense que c'est un peu, d'une certaine manière, ça peut être la même chose pour les parts d'une entreprise. Si on ne leur donne pas une sorte de valeur forte et qui est juste la valeur des parts, puisque les parts de l'entreprise ont chacune, ont une réelle valeur numéraire, et qu'on fait abstraction de cette valeur-là, à mon avis, on passe à côté de quelque chose.